La mensuelle de l'école juive, Patrick Petit-Wayon et David Ebidia. Bonjour et bienvenue sur RCJ dans cette émission dans laquelle nous parlons du réseau scolaire juif présent dans toute la France et quelques 112 groupes scolaires qui sont pilotés, coordonnés et représentés par le FSJ. À mes côtés, Patrick Petit-Wayon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'action scolaire du Fonds social juif unifié. David Ebidia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de ce département. Héloïse Alali, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Vous êtes la responsable de formation au campus FSJU. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par un état des lieux statistiques de ces établissements scolaires. Avant d'évoquer, ce sera l'objet de la seconde partie de cette émission, l'enseignement spécifique qui est dispensé dans ces écoles autour des fêtes de Tishri. Je me tourne tout de suite vers vous, Patrick Petit-Wayon. On en a beaucoup parlé en cette rentrée 2024. Les effectifs des écoles juives sont en pleine expansion et vous avez, comme chaque année, diligenté une enquête statistique sur le sujet par le biais de l'Observatoire national des écoles juives. Quelles sont les premières données dont vous disposez et quels enseignements peut-on déjà en tirer? Merci. Tout d'abord, la progression des effectifs continue. Contrairement à la statistique nationale où on est actuellement en France avec une baisse démographique, nous, le réseau de l'enseignement juif, depuis 10 ans, ne cesse pas de progresser et plutôt à un rythme soutenu. Les premières années autour de 1,5%, maintenant on est plutôt dans les 2%, et cela se confirme encore aujourd'hui avec cette rentrée, et notamment avec un afflux qui semble plus important que les années précédentes, d'enfants venant d'établissements publics. Donc on le voit bien, les jeunes ne rentrent pas qu'au démarrage de l'école juive, c'est-à-dire à la maternelle, même si c'est un point d'entrée extrêmement important, mais ils rentrent tout au long de la scolarité. Et je dirais même plus, on n'a plus tellement le palier du collège. Avant, on pensait qu'une scolarité dans une école publique de proximité, ça pouvait bien se passer. Aujourd'hui, on voit bien que les parents anticipent. Ils préfèrent rentrer dès la maternelle. Et du coup, le palier de la 6e est moins marqué que précédemment. On pense qu'on devrait avoir, on est en train d'affiner les chiffres de la rentrée, mais on est probablement avec à peu près 600 élèves venant des écoles publiques, sachant qu'on a, à la dernière rentrée, donc en 2023, en septembre 2023, on avait 35 500 élèves dans les écoles juives, tout réseau confondu, de la maternelle, de la petite section de maternelle jusqu'à Bac+2, jusqu'au BTS. Alors face à cet afflux d'élèves juifs en provenance du public, est-ce que les places que vous offrez dans les écoles juives sont suffisantes cette année? Est-ce que vous avez accueilli tout le monde ou il y a encore des listes d'attente? Je pense que on a accueilli tous ceux qui vraiment avaient une intention et une volonté de rentrer à l'école juive. D'abord par deux phénomènes. D'abord, on a augmenté le nombre de divisions. On a 32 divisions, 32 classes, si vous voulez, de plus dans les écoles juives par rapport à l'année dernière. Des classes aussi bien en premier degré qu'en collège-lycée. Donc on a augmenté la capacité d'accueil. De ce fait, il y a encore quelques places ici ou là dans des établissements qui ne sont pas forcément à proximité de là où les gens habitent. C'est une problématique géographique, mais on a encore des places à l'école juive aujourd'hui. Il peut arriver qu'il y ait des parents qui étaient sur une liste d'attente, finalement ne transforment pas en réalité leur demande, parce que, évidemment, les nouvelles classes que nous ouvrons sont des classes hors contrat. Il y a une réglementation en France, un nouvel établissement doit attendre 5 ans avant de pouvoir contractualiser une nouvelle classe. Et ensuite, parce qu'il y a des problématiques, comme je le disais, géographiques. Parfois, c'est très difficile en région parisienne, parce que c'est là que les distances sont les plus grandes, d'habiter dans le sud-est et d'aller scolariser son enfant dans le nord-ouest ou l'inverse. Donc, on voit également beaucoup de déplacements de population. Encore aujourd'hui, des déplacements de deux types. D'abord dans la même région, où les familles vont s'installer près des écoles juives qui correspondent à leur orientation et à leur projet de vie. Et parfois, des familles qui changent de région. On le voit encore, on avait une information remontant du terrain ce matin même qui nous indiquait qu'il y a un certain nombre d'enfants et de familles de la région de Lyon, de l'Académie de Lyon pour nous, donc
majoritairement Villeurbanne, qui sont soit venus vers Paris, soit remontés vers Strasbourg, parce que toujours le même motif. Les déplacements de population sont liés intrinsèquement à des problématiques sécuritaires. On fuit l'école juive pour des raisons de sécurité, on se déplace d'une zone géographique à une autre pour des questions de sécurité. Et c'est vraiment ça qui nous interpelle le plus et qu'on fait vraiment remonter au pouvoir public aujourd'hui en leur demandant de nous aider à prendre en charge ces nouveaux enfants qui arrivent dans l'école juive. Donc clairement, ce que vous nous dites, c'est que c'est cette inquiétude générée par l'explosion des actes antisémites depuis un an qui explique cet afflux d'élèves venant du public en direction Tout à des fait. écoles juives. Au cours de l'année scolaire dernière, on avait à peu près une cinquantaine d'élèves qui sont arrivés. Aujourd'hui, on a 10 fois plus. Parce que c'est difficile de changer d'établissement au cours d'une même année. Et aussi parce que la situation, même dans les mêmes établissements, s'est aggravée. On a des témoignages d'enfants qui nous disent clairement bah, j'avais un peu d'antisémitisme dans mon école, mais c'était limité. Aujourd'hui, c'est plus France, c'est plus clair, c'est plus dangereux, donc je ne peux pas rester. Et au cours du mois de septembre, ils ont frappé à la porte de l'école juive pour essayer de trouver des places. Est-ce que dans cette perspective, pardon, si cette tendance se confirme, vous réfléchissez déjà à l'ouverture, à la création de nouveaux pôles éducatifs, justement dans ces endroits où il y aurait un manque d'écoles juives? Alors, on y réfléchit, mais aussi avec prudence. N'oublions pas, on le sait, chaque fois qu'il y a eu un pic d'antisémitisme, généralement après des attentats, après le drame de Toulouse, après Hypercacher, il y a aussi une vague d'Alia dans les 2 ans qui suivent, parfois un petit peu Mmh. plus. Donc là, il faut répondre à la demande, faire en sorte que tout le monde puisse trouver un lieu de scolarisation sécure pour lui, pour les enfants qui frappent à la porte de l'école juive. Maintenant, c'est peut-être pas le moment de se lancer dans des grands programmes immobiliers parce qu'on n'a pas de visibilité. On voit bien que les gens bougent en fonction des régions. Et ce que j'évoquais tout à l'heure Mmh. sur Strasbourg, le pic qu'on a sur Strasbourg, mais on l'a aussi sur l'académie de Nice. Donc on voit bien que ces dernières années, il y a une augmentation. Et puis il y a la LALIA, qu'on ne peut pas mesurer comme ça, mais on voit bien, et c'est ce qui vraiment circule de plus en plus, une alia à double niveau, de familles entières avec des enfants. Dans ma propre communauté, j'ai appris ces derniers jours qu'il y avait 3 familles avec des jeunes enfants qui font leur alia, des gens qui ont une parnassa qu'ils peuvent faire en distanciel, et du coup, bah, ils se sentent plus mobiles, et ce sont des jeunes enfants, ils vont s'intégrer facilement. Et puis l'alia, des lycéens qui, après le bac, vont faire leurs études en Israël, et du coup, bah, le retour des enfants, des anciens élèves de l'école juive en France ne se fera pas. Donc il faut vraiment accompagner les projets Souplesse. avec souplesse, avec doigté, Mmh. sans s'emballer, mais en faisant une amélioration de l'accueil et un élargissement de cet accueil de manière mesurée pour répondre au plus près de la demande. David Ebidia, vous êtes donc le directeur adjoint de l'action scolaire du FSJU. Parlons à présent d'un sujet qui va intéresser, j'en suis sûre, bon nombre de parents qui nous écoutent. Il s'agit du calendrier scolaire de cette année 2024-2025. Quelles sont les dates et les événements importants qu'on doit garder en tête lorsqu'on est un élève, mais peut-être surtout lorsqu'on est un parent vigilant? Alors, la raison d'avoir choisi de parler Mm. aujourd'hui de ce calendrier, c'est essentiellement parce que dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de modifications de ce calendrier, notamment en ce qui concernait l'inscription des élèves au baccalauréat et au brevet. Et il y a eu différents échanges qui émanaient de la maison des examens avec des dates contradictoires. Et donc, il nous semblait intéressant de reposer un petit peu ces dates-là. Alors, on pourrait les exposer en détail, mais voilà, déjà dire aux chefs d'établissement, aux équipes, d'être vigilants sur ces calendriers et de vraiment aller chercher la bonne information et les bonnes dates pour procéder à ces inscriptions. Vous voulez dire que les Euh, dates, pour l'instant, on n'est pas sûr de les connaître de manière il y a eu définitive? une espèce de quiproquo, je dirais, dans la divulgation du calendrier auprès de la maison des examens, qui a finalement été arrêté par arrêté d'ailleurs, la semaine dernière seulement. Donc voilà, il faut en tenir compte. Les inscriptions au baccalauréat se dérouleront entre le 9 octobre et le 15 novembre. Pourquoi aussi en parler? Parce que c'est une période qui, pour nous, coïncide avec celle de la coupure des fêtes de Ticherie. Et donc, ça laisse finalement que très peu de temps aux équipes
dans les établissements pour procéder aux inscriptions et donc être vigilant dans la remontée de certaines informations qui sont nécessaires à l'inscription au baccalauréat des élèves. Ensuite, l'autre calendrier très important qui lui est sorti la semaine dernière, c'est le calendrier de Parcoursup. Oh là, ouais. Alors, Qui on dit a bac encore le dit temps Parcoursup. avant l'arrivée de ces dates fatidiques Et qui génère beaucoup de stress voilà, chez beaucoup chez les de stress familles, notamment chez, chez les parents. chez les parents et chez les élèves aussi. Mm. Et donc, il me semblait important de rappeler ces dates-là et dire qu'effectivement, c'est pas parce que la date d'ouverture n'intervient que le 15 janvier et que la date voilà, de choix, de fin des vœux n'intervient que le 13 mars, qu'il ne faut pas préparer cette démarche et qu'il ne faut pas la penser en famille, la penser avec ses enseignants, la penser en équipe, pour arriver justement à ces dates qui sont un peu fatidiques pour les élèves le plus près possible. Juste, je parle d'expérience, hein, toutes ces dates, toutes ces informations nous sont communiquées par l'établissement, par l'école de Oui. nos enfants, hein. On Oui, n'est tout à fait. pas Elles sont complètement euh, disponibles, libres d'accès sur Internet. sur Internet, Aujourd'hui, vous mais allez Parcoursup 2025, vous y allez facilement. Le calendrier est disponible. Mm. Vous avez le mais détail. l'école nous rappelle régulièrement L'école les vous démarches. rappellera Il y a beaucoup de choses à de faire quand toutes même les hein, façons. quand on Oui, oui. s'inscrit sur Mais on Parcoursup. prendra le temps plus tard, sûrement D'en courant reparler. janvier, de faire une émission dédiée à l'orientation et à toute la problématique autour de Parcoursup et même l'orientation de façon générale. Je me tourne à présent vers vous, Héloïse Alali. Vous êtes donc responsable de formation au campus FSJU. Pouvez nous rappeler pour commencer en quelques mots quel est l'objet de ce service? Oui, alors effectivement, une des activités du campus FSJU est de gérer les formations continues qui sont dispensées dans les écoles, puisque les enseignants ont une obligation de se former tout au long de leur carrière. Et c'est dans ce cadre-là que les écoles font appel à nous, alors souvent plutôt dans le cadre de leur journée pédagogique, mais pas systématiquement, pour former leurs équipes. Donc les directeurs en concertation avec leurs profs décident de thématiques qui répondent aux demandes des enseignants la plupart du temps ou à des besoins spécifiques à leur école. Et ils se tournent vers nous pour qu'on puisse justement organiser ce temps de formation ou parfois ces temps de formation. Parce que parfois, ce sont des temps qui sont lissés sur l'année. Ils prévoient des fois suffisamment à l'avance pour pouvoir faire quelque chose qui soit suivi. Et donc, ils nous contactent dans ce cadre-là pour pouvoir former leurs équipes sur ces besoins-là. Alors, quels sont les types de formations que vous mettez à la disposition de ce public spécifique que sont les enseignants? Alors, on a un catalogue extrêmement large dans lequel les directeurs peuvent piocher, qui leur permet vraiment d'avoir accès à une variété énorme de formations. Ça va des formations sur le harcèlement scolaire, qui est un sujet qui a été très, je ne vais pas dire à la mode, mais qui a été très médiatisé malheureusement ces derniers mois. Ça peut être sur de la pédagogie, et c'est une des grandes tendances des demandes qu'on a sur cette année scolaire, vraiment autour de la pédagogie de manière large, sur la pédagogie différenciée, sur l'affichage pédagogique. Vraiment, c'est une des grandes tendances de cette année, qui n'était pas exactement la même tendance que celle de l'année dernière. Mais on sent vraiment que les écoles et les équipes ont envie d'améliorer leur pratique, ont envie de se remettre en question là-dessus. Et puis après, ça peut être des sujets plus spécifiques, sur des équipes de maternelle, sur des équipes de collège, sur des équipes d'élémentaire. Donc, les demandes varient et les thématiques varient aussi en fonction du type d'établissement. Mais voilà. Nous parlions avec Patrick Petit-Oyon de cette flambée d'actes antisémites qui génère un afflux d'élèves en direction du réseau scolaire juif. Est-ce que justement, sur ce qui s'est passé le 7 octobre, sur ce climat d'antisémitisme que nous vivons depuis un an, il y a des demandes spécifiques des enseignants pour pouvoir en parler aux élèves, quel que soit leurs âges, parce que très très jeunes, ils ont quand même conscience de ce qu'ils vivent sans bien comprendre parfois ce qui se passe? Alors, c'est une problématique effectivement qui s'est révélée dans les écoles, mais qui a été plutôt gérée par les directeurs d'établissement qui ont fait ce travail directement auprès de leurs équipes. Ils sont sans passer par le campus, puisque c'est pas notre cœur d'activité. Mais c'est vrai que ça a été une des grandes inquiétudes et on a pu le faire, c'est quelque chose qu'on a pu proposer plutôt aux enseignants de Kodesh à travers des formations continues qu'on leur a proposées, notamment l'année dernière, justement, parce que c'est peut-être aussi dans ces cours-là que les problématiques sur Israël, les inquiétudes peuvent aussi apparaître de la part des élèves. Et donc c'est
plutôt auprès de ce public-là qu'on a proposé d'apporter, ou en tout cas d'essayer d'apporter des réponses à travers des textes, à travers des étayages plus spécifiques aux enseignants de collège sur ces problématiques-là. Il faut rappeler, je crois, Héloïse Allali, vous me direz si je me trompe, que ces journées pédagogiques, elles sont obligatoires, hein, elles sont décrétées par l'éducation nationale et les écoles doivent s'y soumettre, en fait. Alors effectivement, et c'est dans ce cadre-là que les enseignants, ça fait aussi partie de ce que je vous disais tout à l'heure, de leurs obligations Mhm. de formation. Et c'est vrai que les demandes cette année ont été très anticipées. On a eu beaucoup de demandes et on a eu, là, je vous parle donc depuis la rentrée, donc depuis la toute fin août jusqu'à maintenant, on a eu déjà 250 enseignants qui ont été formés. Et on a encore, jusqu'à la fin du trimestre, encore une centaine d'autres. Donc des dates qui s'échelonnent sur tout le premier trimestre et qui vont permettre, voilà, de former plus de 350 enseignants au total. Et c'est pas fini, puisque après, dans l'année, il y a encore d'autres temps de journée pédagogique qui vont s'étaler sur février, mars et puis la fin juin, début juillet. Merci Héloïse Allali pour toutes ces informations, ces précisions sur une question très importante, mais qui est finalement assez mal connue du grand public. David Ebidia, un autre aspect de la vie de ces établissements juifs sous contrat avec l'État et qui sont accompagnés par votre service, l'action scolaire du FSJU, concerne les évaluations auxquelles sont soumis à la fois le secteur public et le privé. Alors expliquez-nous quel en est le principe. Alors, ce principe, alors les établissements sont évalués. Alors, c'est pas une évaluation qui va donner lieu à une notation ou à un classement, comme Mhm. on pourrait l'entendre. Déjà, c'est important de préciser ça. Mais alors, juste, je vais introduire peut-être mon propos en expliquant pourquoi on choisit d'en parler maintenant Oui. et à ce stade de l'année. Et il faut savoir que depuis maintenant 4 ans, ce dispositif d'évaluation des établissements, 4 ans, alors il est en place depuis un peu plus longtemps que ça, mais les établissements privés sont entrés dans la boucle depuis 4 ans à peu près. Et cette année, pour notre réseau, c'est une des années les plus, je dirais, chargées en termes de participants, puisqu'on a près de 16 établissements qui vont être évalués cette année. Second degré, premier degré, parfois que du premier degré, ou parfois que du second degré. Mais c'est 16 à 20 établissements dans ces critères-là qui vont être évalués cette année. Cette évaluation, elle s'étale en 2 temps. Il y a un premier temps qu'on appelle le temps d'auto-évaluation, où l'établissement, l'en l'ensemble de l'établissement et des acteurs qui participent à la vie de cet établissement, ça peut être les parents, les enseignants, les équipes pédagogiques, pas que, les équipes éducatives, de vie scolaire, toutes les personnes qui gravitent autour de la vie de l'établissement vont participer à un processus d'auto-évaluation. Ce processus d'auto-évaluation va donner, heu, en d'ici le 15 janvier, à la production d'un rapport d'auto-évaluation qui sera remis à l'académie. D'accord? Ce rapport d'auto-évaluation, il se construit de la façon suivante. Il y a une première partie où, l'établissement va devoir faire un état des lieux de son contexte, qu'on appelle contexte interne, externe, c'est-à-dire tout ce qui, fait sa structure, son fonctionnement, qui est établi. Alors, des distinctions à faire entre le contexte interne et externe, on va pas les peut-être pas les développer maintenant, mais Mhm. voilà, sur des éléments qui seraient, modifiables, par l'établissement et des choses qui s'imposent à lui. Le nombre de salles dans un établissement, on peut difficilement le faire bouger. Donc il y a un premier état des lieux qui est fait sur cet axe-là. Ensuite, 4 domaines doivent être questionnés, interrogés, dans cette auto-évaluation. Le premier domaine, c'est un domaine qui va traiter des apprentissages et du parcours scolaire de l'élève, heu, le fonctionnement pédagogique de l'établissement, comment est-ce qu'on aborde les grandes problématiques, qui sont liées aux apprentissages dans l'établissement. Toujours à visée, d'élèves, hein. C'est l'objectif, c'est améliorer le service rendu aux élèves. Le deuxième domaine qui doit être, analysé, interrogé, disons, problématisé, c'est celui de la vie de l'établissement, de la vie, de l'élève dans l'établissement. Comment est-ce que l'élève vit dans son établissement en dehors de l'enseignement, disons, d'accord? Le troisième domaine qui est aussi analysé, c'est, un domaine, disons, les acteurs ou la stratégie de l'établissement. C'est-à-dire comment les instances de l'établissement et les acteurs de l'établissement vont se coordonner pour répondre au projet pédagogique de l'établissement, pour répondre, heu, à l'obligation d'instruction, pour répondre à tout Mhm. un tas de missions qui incombent à la structure. Le quatrième domaine qui doit être, questionné aussi, c'est un domaine,
c'est l'axe partenarial, c'est-à-dire comment l'établissement se positionne au niveau de ses partenaires. Ça peut être au niveau de la région, au niveau ses partenaires vis-à-vis du fonds social, d'autres partenaires associatifs qu'il va associer dans son projet d'établissement. La vocation première de l'évaluation de l'établissement, c'est la réécriture du projet d'établissement. Donc, Mhm. il faut que ce rapport, cette feuille de route finalement qui sortira de cette auto-évaluation, donne lieu à la définition d'axes qui permettront par la suite aux équipes, dans les 3, 4, 5 années à venir, à la réécriture du projet d'établissement. Donc ça, c'est la première phase. Donc ça, c'est Voilà, la l'auto-évaluation. première Ensuite, phase j'imagine que ce d'auto-évaluation. sont des inspecteurs Exactement, d'académie ou qui viennent se exactement, rendre dans les écoles pour... exactement. Alors ensuite, ce rapport, il est remis à une équipe d'évaluateurs qui est constituée d'inspecteurs et de chefs d'établissement qui seraient issus du public ou du privé, réseau autre, pour pas qu'il puisse y avoir trop de connexions, ou d'autres types de personnel. Dans certaines académies, il y a d'autres types de personnel qui interviennent. Et ce groupe d'évaluateurs va, au regard du rapport qui lui aura été remis, demander à rencontrer différents intervenants dans l'école ou différents partenaires de l'école, des enseignants, des groupes d'enseignants, des référents spécifiques, des référents handicap, des référents harcèlement scolaire, on en parlait tout à l'heure, ou d'autres choses, de rencontrer ce qui va leur permettre de mieux prendre connaissance et de mieux questionner la pratique de l'établissement. Et le regard croisé entre le rapport qui aura été produit, alors pas le rapport, mais l'auto-évaluation produite par l'établissement entier, hein, les parents sont conviés aussi dans cette démarche, et donc ce regard croisé, d'une part, des équipes de ce rapport d'auto-évaluation, croisé avec celui des évaluateurs, va permettre à nouveau d'écrire un rapport dit définitif qui sera remis à l'établissement, présenté à l'ensemble des acteurs en fin d'année. En général, on convie aussi les membres du conseil d'administration et d'autres personnes et tous les gens qui ont participé, si vous voulez, à ce dispositif dans l'établissement. Voilà. Une toute dernière question Oui. sur ce sujet, David Ibidia, avant la pause. De quelle manière les inspecteurs qui sont chargés de ces évaluations apprécient, évaluent le caractère propre de l'enseignement prodigué dans les écoles juives, à savoir les matières qui ont trait au Kodesh? Alors, comme tout le reste, je dirais qu'ils ne l'apprécient pas. L'évaluation n'a pas pour but d'apprécier la pratique de Évaluer l'établissement. alors? Le terme est Que un peu... font-ils de c'est ces le matières? terme n'a pas été peut-être correctement choisi, c'est la démarche qui est Mhm. évaluative, mais ils ne l'apprécient pas. Ils vont pas donner... Sur le il contenu, n'y a vous pas de voulez dire? jugement. Et Oui. d'ailleurs, les évaluateurs sont formés pour ça. On accompagne aussi les académies Mm. à la formation des évaluateurs qui interviennent dans le privé. Mais voilà, donc ils viennent questionner pour apporter des solutions. Pour ce qui est du caractère propre, on dispense depuis plusieurs années dans les académies des formations aux évaluateurs pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement de ce caractère propre, parce que finalement, il fait partie intégrante de la vie de l'établissement. On ne peut pas Dissocier. le dissocier et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Donc, il est pris en compte et plutôt apprécié même parfois par les évaluateurs, hein, qui sentent que nos établissements ont un caractère propre, un caractère spécifique qui est intéressant, qui vaut le coup d'être mis en lumière. Maintenant, voilà, on a de cesse de répéter ce qu'il est et où est sa limite et où il s'arrête. Ce qu'il faut peut-être redire ici, c'est qu'il y a deux axes. Le projet d'établissement, il est constitué de deux choses. D'un projet pédagogique et d'un projet éducatif qui fait en quelque sorte partie de ce projet, du projet pédagogique aussi. Ils sont entremêlés. Le projet éducatif, il est essentiellement chez nous constitué du caractère propre de l'établissement, mais ça va de l'enseignement de caractère propre à tout un tas d'autres choses qui sont, je dirais, à l'appréciation de l'établissement tout entier qui, lui, voilà, comment il organise sa vie scolaire, comment il organise tout un tas de choses dans l'établissement qui ne sont pas uniquement liées
à l'enseignement. Merci David Bidia pour cet éclairage sur un domaine qu'on... Oui, un tout petit mot Patrick Oui, Petit-Oyon avant la pause. oui, pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que j'entendais dans votre question une dérive du mot évaluation. Il ne s'agit pas d'une inspection. Il ne s'agit pas d'un contrôle du bien fondé. Est-ce que les programmes sont appliqués? Est-ce que les enseignants font D'accord. leur travail? Il Mm. s'agit bien d'accompagner l'établissement dans son évaluation qualitative d'un point de vue pédagogique. Mhm. Et c'est vrai que le terme d'évaluation Est un peu peut impropre, porter oui, à à confusion. confusion, mais là, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement, de bonification du projet des établissements. Allez, on va marquer une pause musicale dans cette mensuelle de l'école juive. On se retrouve juste après. Nous parlerons de la manière dont sont abordées et enseignées les fêtes de Ticherie au sein des établissements scolaires. À tout de suite sur RCJ. Retour dans la mensuelle des écoles juives sur RCJ, toujours en compagnie de Patrick Petit-Oyon, directeur de l'action sociale du Fonds social scolaire, pardon. Et j'avais écrit scolaire. Social, j'ai vinifié. Mais alors, désolé, directeur de l'action scolaire du Fonds social juif unifié, David Ebidia, directeur adjoint de ce département, et Héloïse Alali, responsable de formation au campus FSJ. Nous sommes en ce moment au cœur des fêtes de Ticherie, ça n'aura échappé à personne, au moins dans ce studio. Nous sommes à mi-chemin de la fête de Soukhot, l'occasion d'évoquer la manière dont ce moment très important du calendrier juif est abordé, est expliqué, est enseigné dans les établissements scolaires pilotés et coordonnés par le Fonds social juif unifié. Patrick Petit-Oyon et David Ebidia, en quoi les fêtes juives sont un élément important des enseignements de caractère propre, plus communément appelé le Kodesh, je le rappelle. Et oui, parce que quand on Oui, n'est oui. pas du sérail, enseignement de caractère propre, on ne sait pas très C'est bien. l'appellation de la loi de Brest que de ça veut 1959, dire. donc Bon. on la garde religieusement. Mais si on je puis dire, précise, parce que c'est Ouais. important pour nous, ça fait mais partie. on précise en Oui, disant ensuite, qu'il c'est s'agit l'enseignement juif. de Ou l'enseignement Kodesh, juif. enseignement juif, absolument. À mon époque, on disait la Bible, on avait cours de Ah oui, Bible. Ouais. oui. Il faut dire que le texte biblique est le texte le plus étudié dans nos écoles, malgré tout. Alors, en quoi donc c'est important D'abord, je crois que ce qu'il faut bien comprendre dans cet enseignement, c'est que ce n'est pas justement un enseignement au sens strict, au sens de l'enseignement général. C'est-à-dire, ce n'est pas que de l'intellectuel, ce n'est pas que de la découverte de textes, mais c'est aussi, et c'est ça l'avantage de l'école juive sur plein d'autres systèmes d'éducation, c'est un vécu. Nos enfants vivent toute l'année juive, aussi à l'école, pas simplement en famille. Ils viennent l'enrichir par leurs études, mais ils viennent aussi acquérir un vécu. On le voit au moment de Hanouka, où dans toutes les écoles, il y a un allumage de Hanouka. On le voit depuis Rosh Hashanah, où on entend sonner le chauffard dans la plupart des écoles juives. Il y a un vécu, c'est-à-dire qu'on cherche à atteindre non seulement l'intellect de nos élèves, mais aussi leur sensibilité, leur attachement à quelque chose qui va les inscrire dans une histoire, dans une tradition, dans une permanence, et pas simplement quelque chose qui serait de l'ordre d'acquisition de connaissances. C'est pour ça que l'enseignement du Kodesh doit faire la part des deux, à la fois proposer des textes avec une programmation tout au long de la scolarité qui ne soit pas identique. Il ne s'agit pas de redire exactement la même chose chaque année, même si il faut revenir sur les fondamentaux qui n'ont pas forcément été intégrés, mais aussi faire vivre les choses. Au moment de Rosh Hashanah, on a beaucoup d'écoles qui font venir aussi des apiculteurs, qui montrent d'où vient le miel, même si le miel de la Bible, c'est du miel de date. Pour la plupart de nous aujourd'hui, le miel, c'est du miel d'abeille. Donc, il faut bien faire la différence et bien comprendre ce que c'est que cette tradition, cette recherche de la douceur, cette fois-ci commune aux Ashkenazim et aux Sfardim, parce que la pomme trempée dans le miel, c'est pour tout le monde, mais ce sont des éléments, des expériences, du vécu extrêmement importants. Justement, vous évoquiez tout ce rituel, ces chants, ces prières, ces plats que l'on déguste à l'occasion des différentes fêtes juives. De quoi finalement sont-ils le marqueur? En quoi est-il important pour que les enfants soient imprégnés du sens des fêtes juives, de les répéter avec eux? Vous savez, on remarque, parce qu'on parle souvent des Juifs de Kippour, et si vous regardez bien, même les Juifs de Kippour, qui parfois ne savent pas lire dans leur sidour, quand ils entendent certains chants, leur esprit s'éveille. Ils le connaissent presque par cœur. Or, il faut bien comprendre que l'essentiel de l'éducation qu'on transmet à nos enfants,
c'est par un vécu et un attachement affectif. Parce que ça dure. Même si on ne se souvient pas des paroles sages, intelligentes, raisonnables de nos parents, de nos grands-parents, on va se souvenir d'une saveur. La Madeleine de Proust, on l'a à toutes nos fêtes juives. On a des plats traditionnels, on a des saveurs, on a des chants. Donc c'est très important de les inscrire dans cette continuité. Pas simplement parce que c'est du folklore, mais parce qu'on est juif, parce que nos ancêtres sont sortis d'Égypte il y a environ 35 siècles et qu'on essaye de transmettre une expérience juive, de vie juive depuis 35 siècles. La transmission juive, l'identité juive, ce n'est pas des belles idées parce que celles-ci ne te transmettent pas. Maïmonide disait déjà dans son guide des égarés, il le disait à propos des fêtes, à propos de la matzah, pourquoi on mange de la matzah pendant 8 jours? Parce que ça crée une habitude. Pendant 8 jours, on s'habitue au goût de la matzah. Et le goût de la matzah n'est pas là pour nous faire plaisir ou pas plaisir. Il est là pour être un porteur de messages. Nos actes, nos rites, nos traditions religieuses sont des porteurs de messages. Même si on oublie le message à un moment donné, à partir de la mémoire sensitive, on arrive à retrouver à tout moment, on a la possibilité de retrouver à tout moment le chemin vers notre identité. David Ebidia, vous me disiez en préparant cette émission que la transmission par l'école du sens, de la valeur de ces fêtes juives, c'était également une manière de transmettre des valeurs éthiques et universelles. Expliquez-nous ça. Mais disons que c'est c'est su de tous que nos fêtes juives ne sont pas seulement, comme vous le disiez, l'occasion de refaire le point avec nos élèves sur des traditions dont ils ont l'expérience à la maison ou dans leur vie privée, mais c'est surtout le temps pour eux de comprendre ces traditions, de leur donner un sens. Et en soi, chacune des fêtes juives est marquée d'un sens universel. Dans les fêtes de Tishri, on pourrait reprendre cette déclinaison-là, mais Ah oui, puisque nous y chacune des sommes, hein. fêtes, on est dedans, donc autant le faire. Mais chacune des fêtes est porteur, ou porteuse plutôt, d'un sens profond, universel. De Rosh Hashanah, ou Kippour, ou même Sukkot, il y a un sens profond, plusieurs sens, mais qui pourrait être admis de tous, reconnu par tous. Dans Rosh Hashanah, on célèbre l'humanité de façon générale. Donc, il faut l'aborder avec nos élèves. Il faut qu'ils puissent comprendre ce sens-là, qui est universel. Dans Kippour, on va traiter de sujets comme, le pardon, la remise en question, l'engagement, l'introspection, des choses comme ça. Dans Sukkot, on va être sur la précarité. Alors, pas la précarité au sens sociologique, je dirais, ou économique plutôt, mais voilà, le rapport à la matérialité. Pourquoi est-ce qu'on s'installe 7 jours? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre, se déloger de chez soi pour aller Dans vivre une une expérience cabane. dans une cabane? Et il faut surtout que cette cabane soit le plus éphémère, ou qu'il faut surtout pas que ce soit une construction fixe. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui est éphémère? Quel rapport on a avec la matérialité? Et dans toutes ces fêtes-là, il y a aussi une notion qui revient très régulièrement et qu'il est important de traiter avec nos élèves, c'est l'utilisation de l'objet. On a beaucoup d'objets dans notre pratique dans le judaïsme. Voilà, là, on va avoir les 4 espèces. Chacune de ces espèces Le et loulav. voilà, est porteuse de sens. Elles ont un sens. Qu'est-ce qu'on fait de cet objet? La place de l'objet dans notre vécu, dans notre expérience, dans notre construction identitaire. On parlait d'identité tout à l'heure. Dans cette construction-là, comment est-ce qu'on inculque ça à nos élèves? Comment est-ce qu'on le leur transmet? Et ça passe, je pense, essentiellement, enfin pas essentiellement, mais il y a une construction très pédagogique des programmes dans toutes les écoles qui met l'accent sur justement voilà, les connaissances, la connaissance des textes, le savoir. Donc, il faut que nos élèves connaissent les textes, connaissent les fêtes, leur fonctionnement, qu'ils puissent savoir faire, qu'ils aient la capacité pas de pratiquer au sens religieux du terme, mais de savoir comment ça doit se dérouler, comment ça doit avoir lieu, comment ça a lieu et pourquoi ça a lieu comme ça. Et ensuite, il y a l'aspect du savoir-être, alors qui peut être ou une attitude de comportement, qui est les porteuses sur lesquelles portent les valeurs éthiques dont on parlait, mais aussi comment, alors ça vient plutôt dans les grandes classes après, mais on en reparlera sûrement, sur comment, quelle attitude avoir vis-à-vis du texte et comment faire fonctionner ces textes et les opposer les uns aux autres et expliquer tous les commentaires qu'on peut avoir
dans l'étude des fêtes. Je vais revenir vers vous dans un instant, mais Héloïse Elali, vous êtes donc responsable de la formation au campus FSJU, mais vous êtes également une maman dont les enfants sont passés ou sont encore dans une école juive. Qu'est-ce que ce bagage qu'ils ont appris dans leur école, de quelle manière il a enrichi la vie juive qui est la vôtre à la maison? Alors c'est vrai, moi je rejoins ce que disait David. On voit vraiment au fur et à mesure des années et l'évolution des classes, comment l'enseignement du collège évolue. Alors effectivement, avec au début des apports et des apprentissages assez simples, et puis effectivement, ça va s'approfondissant en étayant l'approche des fêtes avec des textes, avec effectivement sur les grandes classes de collège, lycée, une introspection ou des choses qui vont vraiment beaucoup plus loin. Et c'est des choses qui nourrissent vraiment les enfants et ils sont capables, au fur et à mesure de leur évolution, je trouve, en tout cas dans l'école juive, d'apporter ces choses-là à la maison et de nourrir la famille, au-delà de nous nourrir des plats et des traditions qu'on a, mais d'apporter aussi ces choses-là. Et on les sent, en tout cas, là on parle des fêtes du Tishri, on les sent en tout cas vraiment transformés par tous ces apports-là, échangés, et au regard aussi du contexte, ils voient vraiment les choses aujourd'hui, les fêtes juives, comme quelque chose qui leur appartient vraiment profondément, qui fait vraiment partie de leur culture et qui est ancré en eux. Alors j'imagine qu'on ne parle pas de la même manière des fêtes juives, un enfant de 4 ans et un adolescent de 16 ans. De quelle manière les contenus pédagogiques sont-ils adaptés en fonction des classes et des âges, David Ibidia? Alors, je pense qu'on a tous vu ça chez nos enfants, plus ou moins. À la veille des fêtes, quand ils viennent avec des petits paquets préparés en classe ou des petites activités faites en classe, effectivement, on voit bien qu'entre la maternelle et ce qu'on reçoit au primaire ou ce qu'on peut récupérer plus tard au collège et au lycée, on n'est pas dans la même expérience. Mais alors, effectivement, je dirais que les équipes d'enseignants qui suivent beaucoup de formations sur ces sujets ont le souci d'élaborer des programmes qui correspondent avec les compétences, alors, peut-être un gros mot, mais cognitives des élèves. Euh, et, mais je dirais, tout en gardant toujours l'idée que cet apprentissage, il doit avoir du sens. On doit donner du sens à ce qu'on fait. C'est pas parce que l'enfant il est rentré avec un chauffard, avec des petits autocollants qu'il a collés en première section ou en petite ou moyenne section. On a travaillé. En fait, on en discutait la dernière fois. C'est que aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque la transversalité, c'est plus une transversalité entre le Torah et sciences, comme on avait l'habitude d'entendre beaucoup pendant il y a certains temps. Aujourd'hui, on a une transversalité des compétences qui sont visées et qui sont analysées par les équipes dans l'élaboration de ces programmes-là. Et c'est évident qu'il y a une progression pédagogique qui est faite entre la petite section et la terminale, et que quand on va approcher des classes de terminale, on sera beaucoup plus dans l'analyse des textes, dans comment est-ce qu'on aborde les textes, comment est-ce qu'on les fait s'opposer pour traiter de certains sujets, certains grands sujets, certaines grandes valeurs qui sont présentes dans ces fêtes. Patrick Petit-Ohaillon, l'objectif, la finalité de ces enseignements relatifs aux fêtes juives, quels sont-ils? Comprendre, connaître? Alors, je disais, pour les jeunes enfants, c'est l'émotionnel, le symbole, qui doit être ancré dans leur imaginaire. À partir du primaire, on doit être dans quelque chose de concret. On apprend à construire une souka. Quelles sont les règles de construction d'une souka? Donc, on passe d'un univers uniquement symbolique à quelque chose qu'on peut matérialiser. À partir du collège, on va travailler sur des textes, sur les textes fondamentaux, comprendre le lien entre le texte et puis ce que je vis. Ces 4 plantes que vous évoquiez, où est-ce qu'on les trouve dans le texte? C'est quoi ces arba banim, arba minim qu'on est en train d'agiter? Pourquoi les agiter? Donc, on avance avec l'enfant, mais en même temps, on construit son identité. C'est-à-dire que progressivement, le geste, parce que l'adulte va faire le même geste de construire une souka, d'agiter un loulav, doit progressivement le charger de signification, de manière à ce que lorsqu'il devienne pleinement adulte, il ait une activité qui soit signifiante. Il n'y a pas de geste magique. Il n'y a que des supports de sens. Et c'est ça qu'il faut pratiquement construire dans l'esprit de l'enfant, dans sa tête. La halakha, la loi juive, c'est pas de l'arbitraire. C'est fondé sur une analyse de texte, ça a une fonction, ça a une
une construction logique, mais une visée philosophique. Lorsqu'on arrive à la fête de Soukhot et que les élèves en lycée travaillent, par exemple, sur les 70 taureaux qu'on va offrir en sacrifice pendant la fête de Soukhot par rapport aux 70 nations, on n'est plus dans le pratique, on n'est plus dans le symbole. On est dans la valeur forte qui est le fondement même de la mission du peuple juif. Comment je me positionne par rapport aux nations? Vous l'avez rappelé, avec Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de Adam. Adam n'est pas juif, il est juste humain. Et tous les ans, les Juifs passent 2 jours à fêter la naissance du premier humain. Parce qu'on s'inscrit, même si le peuple juif a une mission particulière, on s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Comment le peuple juif se préoccupe du sort, de l'avenir, du pardon des fautes de l'humanité. C'est une question qu'on va aborder en lycée parce que c'est comme ça qu'on va construire un enfant. On ne va pas aborder ces choses-là en maternelle ou en primaire où ça le dépasserait complètement. On construit progressivement comme des Legos avec des pièces de plus en plus fines et des choses de plus en plus élevées de manière à, comme on entraîne le corps humain, entraîner son esprit et son âme pour s'élever dans la spiritualité et dans l'humanité. Il nous reste 4 minutes avant la fin de cette émission, David Ebidia. Le calendrier juif, hein, comme tous les autres, il est le même année après année. Est-ce que ces enseignements autour des fêtes juives évoluent, changent d'une année sur l'autre afin d'éviter quand même que les enfants aient un sentiment de répétition et on est toujours en train de leur raconter la même chose avec le pot de miel et les apiculteurs? Instinctivement, je vous dirais que le calendrier, non, il ne change pas. Il est différent d'une année sur l'autre, mais les éléments qui constituent nos fêtes juives restent les mêmes. Malgré tout, comme on le disait tout à l'heure, quand les équipes ont correctement travaillé, je dirais qu'elles ont su élaborer des progressions pédagogiques stables de la petite section à la terminale, il y a peu de chances pour que d'une année sur l'autre, on répète les mêmes choses. Alors, effectivement, on le disait, il y a des fondamentaux sur lesquels il faut toujours revenir. Puis, il y a un autre sujet, c'est que, on parlait tout à l'heure de l'accueil d'enfants issus du public. On a dans nos écoles beaucoup d'enfants qui viennent d'horizons différents, qui ont des pratiques, des niveaux de pratiques différents, qui ont des traditions différentes aussi d'une famille à l'autre. Voilà, les Sfaradim n'ont pas les mêmes traditions que les Ashkenazim, des choses comme ça là. Et même entre Sfaradim. Et même entre Sfaradim, toutes les Pas habitudes. tout à fait dans les mêmes coutumes. Pas tout à fait d'un pays à l'autre, voire d'une ville à l'autre. Voilà, les plats n'ont pas la même couleur. Ouais. Bon, mais passons. Ouais. Mais voilà, donc il faut aussi réussir à faire se coordonner toutes ces traditions pour apporter quelque chose à l'élève qui puisse justement trouver ce sens-là, peu importe le niveau de classe dans lequel il se trouve. J'ajouterais juste une chose, pas vraiment dans ce sujet, mais là où on a un atout, je dirais dans l'enseignement des fêtes juives, on le disait un peu tout à l'heure, c'est que l'enseignant et l'élève sont tous les deux les héritiers d'une tradition. Et donc le rapport que chacune de ces personnes, enfin l'enseignant et l'élève, ont vis-à-vis de ce savoir, il est particulier. C'est un rapport qu'on va avoir du mal parfois à retrouver ou qu'on aimerait beaucoup retrouver dans les enseignements généraux. Quand un élève va étudier la cellule, son lien son lien personnel, identitaire avec le fonctionnement d'une cellule, il est dur à générer. Alors on va le faire avec beaucoup plus de facilité quand il s'agit d'enseigner de la photosynthèse, parce que voilà, on a tous un rapport à la nature, on a peut-être des plantes à la maison, on va faire émerger un attachement à ce savoir-là. On va le travailler. Dans l'enseignement de Kodesh, il y a un attachement de tradition qui est, à part ça, une vraie demande aujourd'hui des familles, peu importe la pratique à la maison. On sent que les gens cherchent ce sens-là, ils ont besoin de trouver ce sens-là. On le voit dans la société, c'est vrai pour la laïcité, pour d'autres sujets, on a besoin de mettre du sens dans notre vécu pour pouvoir en faire quelque chose de grand et de beau. Et c'est ce que je voulais vous suggérer, Patrick Petit-Oyon, en guise de conclusion. Hein. Finalement, il s'agit de donner du sens à l'identité qui est la nôtre. Oui, donner du sens. Mais surtout dans ce contexte absolument. Très Donner anxiogène et particulier que nous du vivons. sens, mais le faire dans la joie. Parce que la joie permet de transcender tout ce qu'on fait. Si on a du sens dans la tristesse, et parfois on n'a pas le choix, on y est, mais toujours orienter ça vers la joie, parce que ça fait partie des éléments qui nous permettent de nous transcender nous-mêmes. Donc ce sens, il n'est pas non plus pour être des érudits. Il est pour se transformer en tant qu'individu
et essayer Pour vivre. voilà, d'être pleinement humain avec l'identité qui est la nôtre. Ça sera le mot de la fin de cette mensuelle de l'école juive. Merci infiniment Patrick Petit-Ohaillon, David Ebidia et Héloïse Alley d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission est disponible en podcast sur radio-rcj.info. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes et Chag Sameach, de très bonnes fêtes à vous tous. Chag Sameach.